Bonjour à tous et bienvenue sur Création.live, je suis le docteur Brian Thomas. Dans chaque épisode de cette émission, les chercheurs de l'Institut pour la création se réunissent avec des experts en la matière, des apologistes et d'autres invités spéciaux pour discuter de questions urgentes, qu'il s'agisse de recherches en cours à ICR ou de nouvelles informations qui ont été mises en lumière dans la communauté scientifique ou quelque chose d'autre qui a un impact sur la façon dont la science parle de notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, quel que soit le sujet. Aujourd'hui, j'ai avec moi mes collègues de l'Institut, et voici le Dr Jack Ebert, notre président, le Dr Randy Gugliusa et le Dr Jeff Tompkins. Nous nous intéressons à un sujet particulier aujourd'hui, et c'est le sujet de la sélection naturelle. Et oui, on parle en effet de la sélection naturelle. Pourquoi parlons-nous de cela ? Tout le monde sait que c'est évident. C'est clair. À chaque fois qu'un guépard attrape une gazelle, la sélection naturelle vient juste de se produire. Et la chose à propos de cela est que il y a des scientifiques qui pensent à propos de la sélection naturelle en elle-même comme une explication en elle-même. Les scientifiques croient ou croyaient, et maintenant ils en doutent. Ils ont des critiques, et en particulier des critiques de la façon dont Charles Darwin percevait la sélection naturelle. Ils reçoivent ces critiques depuis longtemps. Ce que nous voulons explorer aujourd'hui, qu'est-ce que Darwin enseignait réellement ? Pourquoi le sujet est-il si controversé ? Pourquoi est-ce si controversé que certains de nos collègues deviennent très émotionnels à propos du sujet ? Pourquoi ne pas juste pointer vers les exemples réels de la sélection naturelle et laisser les émotions en dehors de la discussion ? Donc nous allons commencer et nous allons présenter une série de citations. Nous allons voir ce que ces scientifiques disent à propos de la sélection naturelle et nous allons citer Darwin lui-même et voir ce qu'il avait en tête lorsqu'il parlait de sélection naturelle, ce qu'il pensait à son propos quand il a inventé cette phrase. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Commençons par la première citation. Nous allons voir ce qu'ils disent à propos de leur idée maintenant. C'est une citation d'un professeur de l'Université de Chicago, Jerry Coyne. La théorie de la sélection naturelle a une grande tâche, la plus grande de la biologie. Son travail est d'expliquer comment toutes les adaptations ont évolué pas à pas, depuis les caractéristiques qui l'ont précédée. Est-ce qu'elle peut vraiment faire cela ? Qu'est-ce qui fait cela ? Qu'en pensez-vous ? On dirait que cela ne laisse pas de place à un créateur, parce que si on explique chaque adaptation, cela ressemble à un remplacement de Dieu. Que pensez-vous que ce scientifique signifie avec ces citations ? Que signifie-t-il en utilisant le mot adaptation ? En effet, c'est un mot-clé que nous lisons tout le temps dans la littérature évolutionniste. Et je pense qu'il met en lumière une grande division entre notre approche envers les organismes vivants et l'approche évolutionniste. Nous percevons les organismes comme des entités complètes, comme des produits finis qui nous viennent de la main du Seigneur Jésus. Ils sont faits pour être adaptables. Ils peuvent être adaptables, mais ils sont complets, ils sont des produits finis. Mais lorsqu'ils voient ces créatures, ils ne les perçoivent pas comme un produit fini, comme un produit complet ou fini du tout. Ils voient quelque chose qui est dans un état constant d'adaptation. En fait, chaque caractéristique est dans un état constant d'adaptation. Quand il dit adaptation, est-ce qu'on peut glisser quelque chose, une caractéristique, comme une partie du corps ? Chaque partie du corps aurait évolué étape par étape depuis des caractéristiques qui l'ont précédé. Ce sont toutes les parties du corps et cela inclut la tête, les yeux, les nageoires, les pieds, les os, le squelette interne et chaque partie du corps doit parvenir étape par étape à être traitée. Et il dit que la sélection naturelle a le pouvoir de faire cela. La sélection naturelle a produit cela, et c'est donc une chose puissante, c'est une force puissante dont il parle,
Revenons à notre première question. Notre première question a à voir avec l'objectif de Darwin, et cela est en harmonie avec cette première citation de Coyne. Darwin avait un objectif à l'esprit quand il a inventé la phrase sélection naturelle. Lisons ce que d'autres ont dit à propos de cet objectif. La première de cette citation est celle de Douglas Futuyma. En 2013, il a dit ceci: la sélection naturelle est un concept simple, mais elle est peut-être la plus importante idée en biologie. C'est également l'une des idées importantes dans l'histoire humaine de la pensée, car elle explique la conception apparente du monde vivant sans avoir recours à un concepteur omnipotent surnaturel. Et voici une autre déclaration de Francis Ayala en 2007. Avec la découverte de Darwin de la sélection naturelle, l'origine et les adaptations des organismes ont été amenées dans le royaume de la science. Les caractéristiques adaptives des organismes pouvaient maintenant être expliquées comme le phénomène du monde inanimé, comme le résultat de processus naturels sans avoir recours à un concepteur intelligent. La théorie de Darwin de la sélection naturelle explique le design des organismes et leur merveilleuse diversité comme le résultat de processus naturels, l'accumulation graduelle de variations spontanées triées par la sélection naturelle. Cela a été la découverte fondamentale de Darwin, qu'il y a un processus créatif, bien que non conscient. Ici, nous avons deux auteurs différents évolutionnistes et ils disent des choses très similaires. L'une de ces similarités est qu'ils croient tous les deux en la sélection naturelle et du fait qu'elle a produit les caractéristiques. Futuyma dit que cela explique, c'est un concept simple et cela explique la conception que nous voyons. Et ensuite, il y a la citation suivante. Il y a un processus, dit Ayala. C'est un processus et il est créatif, bien que non conscient. Discutons de ce qui donne à ces personnes la confiance que Darwin avait raison, que la sélection naturelle réalise toutes ces choses. Je pense, en tant que physicien, qu'il y a une petite exagération, car ces personnes disent qu'il s'agit de l'un des concepts humains les plus importants. Est-ce que c'est vraiment plus important que les lois de Newton ou les équations de Maxwell? Je n'ai jamais vraiment compris cela. Or, je peux comprendre pourquoi ils pensent cela, parce que avant ça, à chaque fois que quelqu'un regardait une créature, il voyait les caractéristiques de ces créatures, et il les voyait comme des organismes très compliqués qui correspondaient avec des choses faites par l'homme de bien des manières, comme par exemple des ailes. D'où viennent ces conceptions? C'est incroyable. Il s'agit d'une conception incroyable, d'une conception de haute volée. Et c'est ce que dit la Bible, le Seigneur a laissé un témoin dans la conception et dans la création. Et plus qu'expliquer la diversité de la vie, il faut expliquer la conception de la vie, parce qu'elle est vraiment le témoin du Créateur. Darwin ne parle pas tant d'évolution, il ne va même pas parler de la diversité. Il en revient au fait qu'il n'y a pas de conception, ce qui m'amène à ma prochaine idée. Entre ces deux visions, il y a celui qui voit une conception apparente, Futuyma. Il utilise la phrase conception apparente, et ensuite Ayala met cette conception entre guillemets. Dr Jeff, nous vous avons pas encore entendu parler. Pourriez-vous commenter votre expérience à travailler avec des scientifiques séculiers, laïcs? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas parler de conception, d'une conception réelle?
La plupart des scientifiques, particulièrement dans les académies, sont compartimentalisés et ils sont concentrés sur leurs petits processus, leurs enzymes, leurs petits systèmes, mais ils entendent de la part de leurs collègues que tout est le résultat de l'évolution et de la sélection naturelle. On dirait que c'est conçu, mais c'est comme si tout le monde fait confiance à quelqu'un d'autre qui aurait les preuves. Et on ne peut pas vraiment utiliser le mot design légitimement, à moins qu'il n'y ait un vrai concepteur. Et le fait de ne pas mettre le mot conception entre guillemets, de l'appeler conception réelle, et de ne pas mettre la petite phrase en avant qui dit qu'il s'agit d'une conception apparente, serait reconnaître qu'il y a un concepteur réel. Et cela nous renvoie à cette idée globale de ce que Darwin recherchait. Ce n'est pas en soi scientifique, il y a ces tons théologiques. Notre question était qu'est-ce que Darwin essayait de faire quand il a avancé cette phrase sélection naturelle. Et ces personnes disent que la sélection naturelle peut construire toutes les créatures biologiques ou toutes les caractéristiques de n'importe quelle créature. En d'autres mots, il s'agit d'un dieu de substitution, d'un créateur de substitution. On peut remplacer le mot Dieu par le mot de sélection naturelle et nous aurions une théologie de la création. Et il semble que ceux qui croient en la théorie aujourd'hui, c'est ce qu'ils comprennent à propos de la sélection naturelle. Elle peut faire toute chose, elle peut produire tout organisme biologique. Quelles étaient les qualifications de Darwin pour développer une théorie expliquant la conception biologique? Et c'est là où vous avez mentionné William Paley et son livre sur la théologie naturelle. Darwin a aimé ce livre et il a écrit une lettre en 1859 à son voisin. Et dans cette lettre, Charles Darwin dit « Je ne pense pas avoir admiré un livre plus que la théologie naturelle de Paley. J'aurais presque autrefois pu le dire par cœur. » De manière intéressante, Stephen Jay Gould a fait un autre commentaire. Il a souligné qu'après que Gould ait relu Paley, il a remarqué qu'il y avait une similarité entre le style des arguments de Darwin et le style de Paley. Gould a décrit « J'ai été frappé par la ressemblance entre la structure des arguments de Darwin et celle de Paley, bien que Darwin, bien sûr, ait inversé l'explication. Les explications de William Paley étaient que les caractéristiques des créatures provenaient d'un créateur. On ne peut pas s'y méprendre, parce qu'il faut un créateur pour créer une telle précision. Il est celui qui est derrière la fameuse analogie avec l'horloger. Si vous allez à la plage et que vous y trouvez une montre dans le sable, vous ne conclurez pas que ce sont des processus naturels comme le vent, les vagues et le sable qui ont assemblé cette montre. Et d'une manière plus profonde, nous avons des petits appareils. En d'autres mots, ces appareils sont miniatures, ils sont plus compliqués et il y en a beaucoup. Quand on pense à ce qu'il y a à l'intérieur d'une cellule, et par cette analogie, nous pouvons conclure avec confiance qu'il y a un concepteur réel, qu'un concepteur réel a conçu. Mais Gould dit que Darwin a inversé l'explication. Une chose qu'il faut noter est que Darwin n'était pas ignorant du processus du design, ce qui est important parce que si vous allez critiquer quelque chose, vous devez la comprendre clairement. Et beaucoup de gens pensent que Darwin a inventé des choses au fur et à mesure, mais je ne viens pas à cette conclusion. Pas du tout. Darwin a étudié Paley. Il comprenait le processus de conception, il comprenait la structure des arguments de Paley, et comme Stephen Jay Gould l'a noté, il a traité point par point l'opposé de ce que ferait un concepteur réel.
il a inversé l'explication. En tant que concepteur, j'ai été un ingénieur avant que j'aille à l'école de médecine, et tout ce que j'ai conçu a toujours eu un objectif. Vous commencez avec un objectif, un but, et ensuite j'ai exercé une sorte de pouvoir, un ordre, et j'ai exercé un processus de sélection parce que chaque fois que j'écrivais, que je rédigeais un ensemble de plans et un cahier des charges, eh bien je sélectionnais un matériau par rapport à un autre, un process par rapport à un autre, je précisais, et ensuite l'acte de préciser, je sélectionnais, j'exerçais ce jugement, et ensuite je produisais un produit fini. Darwin savait cela. C'est pourquoi il en revient à cette notion d'objectif, et dans toutes les explications de Darwin, et tous ceux qui l'ont suivi après, ils sont réticents contre cette idée d'un objectif, qu'il y a un objectif pour quelque chose. Ils repoussent cette idée de pouvoir en indiquant quelque chose comme Francis Ayala, c'est-à-dire un processus créatif non conscient. William Paley dirait, et à vrai dire, tous ceux qui ont déjà construit quelque chose diraient j'ai quelque chose à l'esprit et je veux l'accomplir. Je veux le construire. Je veux construire un outil qui va faire X, et pour faire X, et il doit réussir à faire X, ou sinon il est inutile. Darwin a dit que cette créature a besoin de nager, mais au lieu d'un créateur qui a l'objectif de construire une créature qui sait nager, Darwin dit qu'il n'y a pas de but. C'est ce qu'il veut dire. La nage est un sous-produit, c'est la capacité de nager, c'est juste une fonction. Il n'y avait pas d'intention à l'esprit de nager. Et dans la mesure où les créatures peuvent nager, ce n'est pas volontairement dirigé, c'est juste une fonction utile que nous allons voir dans un instant et qui leur permet de survivre. C'est un sous-produit, un après-coup. Ce n'est pas préorganisé. Darwin a complètement retourné le script et maintenant il a introduit une nouvelle façon de voir les choses. C'est véritablement un essai philosophique, parce que ni lui ni nous ne pouvons utiliser une machine à remonter le temps et observer l'origine du premier poisson. Nous devons faire des inférences, et nous pouvons faire l'inférence depuis la conception et un concepteur, ce qui est ce que la Bible suggère, particulièrement dans Romains chapitre 20 verset 20, mais il a effacé ça en disant que la sélection naturelle peut créer le vivant. Ce n'est pas une conception, c'est une conception apparente. Elle n'est pas volontaire, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas tout ce que vous pourriez penser intuitivement. Il a tissé un grand récit, un grand conte, et notre culture l'a largement absorbé. Nous sommes assis ici à l'Institut et nous pensons que tout ce qu'il a essayé de faire avec la sélection naturelle et tout ce qui en a résulté, nous devrions avaler l'histoire entière ou devrions-nous en avaler au moins une partie? Et si tel est le cas, quelle partie devrions-nous avaler? Et afin de répondre à ces questions, nous regardons, nous lisons ce que les scientifiques disent à propos de Darwin, et en particulier qu'il a inversé l'explication. Donc c'est comme vous le dites, docteur Gugliosa, c'est très théologique dans ses effets. Parce que si vous n'avez pas de concepteur, et si vous pouvez obtenir une conception à l'aide des lois naturelles, des processus naturels, alors vous n'avez pas besoin de concepteur. Darwin ne dit pas qu'il n'y a pas de Dieu, mais il dit qu'il n'y a réellement pas besoin de Dieu. Et les choses que nous observions intuitivement, les caractéristiques de conception d'un poisson et des nageoires, puisque vous avez mentionné la nage, nous aurions tendance à penser que ces caractéristiques sont là dans un objectif précis. Mais il dit qu'ils n'ont pas d'objectif, de volonté.
Mais je pense que vous avez touché à un point très important. Nous observons des choses et nous devons les interpréter à travers un cadre de travail, et c'est ce qu'il a fait. Il a établi un cadre de travail complètement différent. Et il nous amène loin de ce que nous aurions tendance à penser intuitivement, que les nageoires ou les ailes ont un objectif précis et qu'ils ont été construits pour un objectif précis. Les paupières ont un objectif. Tout a un objectif. Il a établi un cadre qui est très contre-intuitif et vous amène à réinterpréter les choses d'une façon complètement différente. En parlant de cadre, le docteur Hebert et moi parlions avant le tournage ici et tu me mentionnais une anecdote à propos de comment ton cadre avait changé. C'était en 2014. Je travaillais pour ICR depuis environ 3 ans et je recevais des rapports conflictuels à propos du docteur Guliusa. Certaines personnes me disaient qu'il avait tort parce que il y a des créationnistes qui disent que la sélection naturelle est vraie et réelle et qu'elle ne peut pas faire ce que les évolutionnistes revendiquent qu'elle peut faire. Il y a plusieurs choses qui ont changé mon point de vue et je me rappelle, j'étais assis à côté de Randy, nous prenions le déjeuner et ce sujet est venu et Randy présente l'idée que Dieu, utilisant la sélection naturelle pour préserver la pureté génétique du troupeau ou les espèces ou la tribu, en tuant les plus faibles et les plus malades, que cela semble étrange. Et je réfléchissais en moi-même, et oui, en effet, ça paraît bizarre. Cela paraît vraiment anti-éthique et contraire à tout ce que nous pensons à propos de Jésus. Nous le visualisons tenant des agneaux blessés, prenant soin de ces brebis. Et cela en plus de l'histoire des poissons de grotte qui s'est avérée fausse dans l'histoire évolutionniste. Et cela m'a permis de commencer à réfléchir sur le fait que peut-être Randy avait raison et qu'il était sur une bonne piste. Et Dr. Jeff, vous avez terminé une publication qui synthétise certaines des dernières recherches sur ces poissons aveugles des grottes. Il y a des poissons de surface avec des yeux et il y a les mêmes poissons dans des grottes qui n'ont pas d'yeux. Ils peuvent encore se reproduire ensemble. Ils sont de la même famille. Mais les poissons dans les grottes ont perdu la vue à cause de la sélection naturelle. La nature, dans ce cas, est l'environnement sombre de la grotte. Et l'environnement aurait, sans le vouloir, sélectionné les poissons aveugles. Et les processus naturels dans la grotte ont sélectionné ces poissons. Le concept est simple. Maintenant, dans votre étude de la littérature, est-ce que cela correspond à ce que les scientifiques découvrent? Est-ce que la sélection naturelle explique réellement ce qu'il se produit comme transformation dans sa créature? C'est très intéressant parce que nous parlons en fait du tétra mexicain. Ils vivent dans un système d'une trentaine de grottes et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pratiquement génétiquement identiques aux poissons de surface. Ils en appellent un cave morph et celui de surface surface morph. Mais il s'avère que l'histoire entière de la sélection naturelle est tombée, s'est écroulée en ce qui concerne cette créature, parce qu'elle a un énorme système d'adaptation. Et il y a des laboratoires à travers le monde, ils ont des réunions à propos de ces poissons de grotte, et ils ne parviennent pas vraiment à démontrer quelque chose qui s'aligne avec la sélection naturelle, parce qu'il s'avère que ces poissons ont toutes sortes de capteurs et qu'ils analysent l'environnement dans lequel ils sont et
ils déploient toutes sortes de mécanismes d'adaptation. Certains d'entre eux sont sur la ligne latérale le long du poisson, et le poisson détecte les vibrations dans l'eau. Les lignes latérales sont renforcées dans la version des grottes, et ils ont d'autres systèmes sensoriels qui sont renforcés. Même la forme de leur cerveau est différente. C'est complètement transformé dans cette version des grottes pour le rendre capable de vivre dans l'obscurité. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le concept de Darwin ? Il essayait de construire une nouvelle façon de penser, que c'était la grotte qui adaptait l'organisme. Dans ce cas, le poisson de grotte est comme une pâte à modeler passive, mais de ce que vous dites, les chercheurs n'observent pas ce mode de fonctionnement, d'adaptation. En effet, ils ne trouvent pas ce processus externe, et ils ne trouvent rien de cohérent par rapport à leur vision. La version moderne darwinienne est que les mutations sont aléatoires et que la nature les sélectionne. Et par chance, quand il y a une bonne mutation et que la nature la sélectionne magiquement, ils ne trouvent pas cela, les chercheurs. Ils ne trouvent pas une seule mutation qui pourrait confirmer cela. Le remodelage complet du poisson, ils ne peuvent pas associer ce remodelage avec des mutations aléatoires. Car il s'agit fondamentalement d'un système de déploiement d'adaptation qui est construit, programmé, si on peut dire, dans le poisson. Et c'est ce qu'ils découvrent. L'histoire que j'ai apprise à l'école est que ces poissons aveugles nageaient aux alentours, dans une grotte sombre, et comme les yeux ne sont pas une bonne chose dans une grotte, et que certains d'entre eux nageaient trop rapidement, et lorsqu'ils se cognaient dans quelque chose, comme une branche sous-marine, eh bien ils se blessaient les yeux, qui s'infectaient et ils mouraient. Et finalement, c'est uniquement les poissons aveugles sans les yeux qui sont parvenus à survivre parce qu'ils ne se blessent pas les yeux et ne meurent pas d'infection. Il y a un laboratoire qui a élevé des poissons de surface, donc avec les yeux dans l'obscurité pendant quelques années. Ils n'ont pas obtenu le poisson aveugle complet comme dans les grottes, mais dans une période extrêmement courte, ils ont développé toute la biochimie, beaucoup d'éléments physiologiques, plusieurs systèmes sensoriels d'adaptation, et cela en moins de 2 ans. Une autre étude intéressante est que des personnes dans le sud du Texas, ils ont pris les tétras mexicains et les ont mis dans des cours d'eau aux alentours d'Austin pour les utiliser comme appât de poissons parce qu'ils voulaient aller pêcher avec eux. Et certains de ces poissons ont décidé d'envahir les aquifères qu'il y a près de Austin au Texas. Et ils ont rapidement déployé en moins de 100 ans un poisson de grotte aveugle avec ce corps particulier. Avant cela, les chercheurs pensaient que cela nécessiterait des millions d'années, ou peut-être des centaines de milliers d'années. Mais nous savons maintenant que dans la nature, cela se produit en moins de 100 ans. Et bien sûr, dans le laboratoire, ils ont montré que cette progression se produit en moins de 2 ans. Ceci est un exemple concret de la vitesse à laquelle cela peut se produire. Cela devrait prendre beaucoup plus de temps. Dans le modèle évolutionniste, il s'agit vraiment de solutions ciblées. Vous avez dit que on vous avait enseigné cela à l'école, mais vraiment nous devons confesser que, en tant que créationnistes, nous avons enseigné cette histoire, qu'il s'agissait d'accidents et que les poissons qui avaient eu les mutations menant à la disparition de leurs yeux. Et bien sûr, nous avions cette mise en garde à la fin que cela en fait expliquait une perte d'yeux, mais que ça n'expliquait pas un gain d'yeux. Comme si accepter le concept entier d'essai et d'erreur
triés par la nature nous permettaient de gagner le match. Le problème est qu'une fois que vous avez accepté le mécanisme, eh bien, vous avez perdu la bataille. Et maintenant, nous ne faisons que débattre avec les évolutionnistes sur le degré de ce que peut faire la sélection naturelle et de ce qu'elle ne peut pas faire. Et non pas s'il s'agit à la base d'un concept valide. Et moi aussi, j'ai enseigné cela par le passé, et j'ai lu cela des centaines de fois. Vous entendez la phrase la sélection naturelle, oui, l'évolution, non. Mais lorsque l'on étudie ce que ces personnes disent, et ce que Darwin disait lui-même à propos de la sélection naturelle, il l'utilise comme une vision globale de la vie, comme un créateur de substitution. Et je veux entrer davantage dans le concret de ce qu'est l'explication inversée qu'il a donnée. Et nous avons quelques citations là-dessus. Et centré sur les différences entre ce que les scientifiques observaient, la façon dont ils réfléchissaient sur les créatures et leur adaptation, non pas n'importe quelle caractéristique, mais ces caractéristiques particulières qui peuvent bouger de manière appropriée, comme la taille du corps, la taille du bec ou la couleur des poils. Ce sont des caractéristiques adaptables d'une certaine manière. Vous avez fait une remarque importante, parce que lorsque nous utilisons le mot adaptation d'une manière, les évolutionnistes pensent à l'adaptation d'une manière complètement différente, et la façon dont nous formulons nos phrases peut induire en erreur. Les personnes de l'époque observaient cela, que chaque génération, certaines adaptations se produisaient, et certaines caractéristiques dans certaines créatures. Comment approchait-il cela en comparaison de la version de Darwin qui est venue par la suite? Comment Darwin a-t-il changé toute la biologie si radicalement? C'est cela que nous voulons explorer avec la citation suivante. Cette citation est de Stephen Jay Gould en 2002. Je procède de cette manière pour une raison de principe, et pas simplement par commodité. Toutes les grandes théories évolutionnistes avant Darwin présentent une vision fondamentalement internaliste, basée sur des modèles intrinsèques et prévisibles fixés par la nature des systèmes vivants, pour le développement ou le déploiement à travers le temps. La théorie de Darwin, dans des contrastes forts et révolutionnaires, présente une première explication externaliste de l'évolution. Darwin a renversé toutes les traditions précédentes en accordant ainsi à l'environnement externe un rôle causal et contrôlant dans la direction du changement évolutif. En ce qui concerne ce dernier point, externe, interne, Gould explique que Darwin a fait la première explication de pourquoi ces créatures s'adaptent, c'est en raison de ce qu'il se passe autour d'eux. Cela n'a rien à voir avec ce qu'il se passe à l'intérieur d'eux. Ici, nous avons une autre citation par Michael Denton. Pendant 2 siècles, les biologistes ont été divisés en 2 camps opposés, les soi-disant structuralistes, formalistes, et l'école de pensée fonctionnaliste en ce qui concerne la nature fondamentale des formes organiques. Et pour ajouter quelque chose à ce que disait Brian, Stephen Jay Gould mentionnait cela, et il était probablement l'un des théoriciens de l'évolution les plus en avant, l'un des leaders, et l'un de ses collègues à l'université de Harvard était Richard Lewontin, un généticien, et les deux ont réfléchi longuement et durement à propos de la sélection naturelle et de son histoire. Et je pense que Richard Lewontin explique la chose plus clairement pour le commun des mortels. Il dit basiquement, pour Darwin, le monde externe, l'environnement agissant sur les organismes était la cause de la forme des organismes. L'environnement, le monde externe, avec ses propriétés autonomes, était le sujet, et l'organisme était encore l'objet sur lequel on agit. C'est de cette vue de l'environnement, comme la cause de l'organisme, que le corpus entier de la biologie moderne
s'est développé. Arrêtons-nous ici. Il dit que l'environnement est la cause des organismes. Il indique qu'il y a un certain temps, dans leur vue des milliards d'années, ou peut-être jusqu'à 1 milliard d'années, les forces naturelles sur cette planète ont amené la vie à l'existence, et non seulement elle a amené la vie à l'existence, mais elle a en quelque sorte créé la diversité de la vie. En d'autres mots, l'environnement est la cause de l'organisme de toutes les manières. Et ensuite, il ajoute que depuis cette vue sur l'environnement comme la cause de l'organisme, le corpus entier de la biologie moderne s'est développé. Et c'est ce corpus qui nous amène à dire que peut-être il n'y a pas besoin de Dieu, et c'est ce que ce domaine de la biologie indique. Nous ne pouvons apprécier la nature du changement en biologie forgé par Mendel et Darwin, à moins que nous comprenions l'importance historique de l'objectivation de l'organisme. J'ai ici une citation supplémentaire de Stephen Jay Gould, de son livre The Structure of Evolutionary Theory. Permettez-moi de souligner que Gould a vraiment compris la chose. Il n'était pas un chrétien, il n'était pas un créationniste, il était un leader évolutionniste de l'ère moderne, mais il déclarait les choses comme il les pensait. Il avait une vue réaliste de ce qu'il se passait. Et il connaissait l'histoire de l'évolution. Et il a dit ceci. La désignation de l'un ou l'autre principe comme fondement causal de la biologie définit pratiquement la position de tout scientifique à l'égard du monde organique et de ses causes d'ordre. Que signifie-t-il quand il parle d'un principe ou de l'autre? Il s'agit de la vue internaliste ou de la vue externaliste. Il ne crée ici aucune fausse dichotomie, parce que, en tant qu'ingénieur, quand nous concevons quelque chose, nous construisons une conception avec toutes les capacités dont elle aura besoin, incluant la capacité d'interagir avec son environnement. C'est un peu comme les voitures autonomes. Google réalise maintenant ces voitures autonomes, et ces voitures ont plusieurs systèmes complexes qui leur permettent de détecter leur environnement autour d'eux, de manière à ce qu'elles ne percutent pas d'autres voitures. Ils savent quand s'arrêter au feu de signalisation. Ils ont des algorithmes de machine learning pour qu'ils puissent apprendre au fur et à mesure. Mais est-ce que l'environnement crée ces voitures et les forme? Non, c'est l'ingénierie qui a été mise à l'intérieur, qui leur permet de réaliser toutes ces choses et de se déplacer à travers l'espace et le temps. Dans la vue internaliste, Dieu est l'ingénieur ou le concepteur qui a placé ces programmes internes dans les organismes, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter à l'environnement. Mais dans la vue externaliste, c'est l'environnement lui-même qui agit un peu comme le potier, ce que je trouve intéressant, parce que l'un de ces évolutionnistes fait cette analogie, vous savez, de la pâte à modeler. Et bien sûr, je ne peux m'empêcher de me rappeler de l'écriture biblique, où l'analogie est attribuée au Seigneur qui est le potier, et qui fait le travail de modelage. Mais non, les évolutionnistes disent que c'est l'environnement qui fait le moulage ou le modelage et l'organisation. Il est facile d'être confus sur le sujet parce que nous interagissons avec notre environnement, nous avons été conçus pour répondre aux changements environnementaux. Mais la capacité à répondre est à l'intérieur des organismes eux-mêmes. Et c'est la capacité à détecter ce qui se produit dans l'environnement. C'est la programmation interne qui est comme une logique que le Seigneur a construite et qui dit que si l'on détecte cela, eh bien, telle chose doit se produire de telle manière. Et ensuite, nous avons la capacité de répondre avant que nous pouvions
regardait à l'intérieur des créatures au niveau moléculaire, c'était un peu comme une boîte noire, et nous voyions l'environnement changer, et nous observions que les organismes répondaient, et nous pouvions dire que ceci a causé cela. Et je peux comprendre pourquoi Darwin pouvait voir les choses comme ça, mais les choses ont changé depuis. Et maintenant, nous pouvons observer les organismes et l'idée entière que les organismes ont des capteurs moléculaires sur leurs cellules et qu'ils ont une programmation interne et qu'ils ont ces informations construites à l'intérieur était totalement inconnu à l'époque de Darwin. Mais nous savons maintenant que l'environnement n'est qu'une variable, il est présent ou ne l'est pas. Les organismes détectent les choses activement, les données sont traitées et ils répondent en interne et de manière appropriée. Les données sont-elles envoyées ou disons-nous que les créatures vont les chercher et collecter ces données? Merci, il faut en effet que je clarifie cela, parce que lorsque je dis que les données sont envoyées, je parle de la surface cellulaire, il y a des mécanismes moléculaires qui transportent ce que les capteurs ont détecté et l'amènent à la cellule pour qu'elle réponde. C'est comme la voiture de Google ou la voiture autonome. Elle a des caméras autour d'elle. Nous pouvons imaginer que ces capteurs sont en train de sonder les images et ensuite les câbles dont vous parlez envoient les images dans une sorte de processeur qui sait ce qu'il faut en faire. Donc nous ne regardons pas ces voitures autonomes et imaginons que c'est la route ou les bords de la route et la circulation en mouvement qui va causer à cette voiture d'être capable de faire des changements ou des choses. Mais c'est l'impression que l'on en a avec la bascule que Darwin a fait avec la sélection naturelle. C'est ce switch, en effet, c'est cette bascule. Et comme Jack l'a mentionné, il y a l'environnement qui basiquement va mouler et former, car l'un de ces scientifiques a dit quelque chose à propos de pâte à modeler. Au cœur de cette théorie, c'est une vue externaliste qui en revient à ce que nous disions au début de notre discussion à propos d'inverser les choses et nous regarderions normalement cette voiture et nous comprendrions que quelqu'un a réalisé cela avec un but, un dessein. Un concepteur a eu cela à l'esprit et a assemblé les divers composants. Et c'est pourquoi qu'elle est capable de faire toutes les choses qu'elle fait. Donc, pourquoi lorsqu'il s'agit de biologie, ne pouvons-nous pas faire la même analogie? Je pense que nous pouvons le faire, et je pense que nous devrions le faire. Et d'une certaine manière, nous avons gobé cela en tant que culture, qu'il n'y a pas de but, d'objectif, il n'y a pas de concepteur. C'est comme si on nous avait mis des œillères, et il n'y a pas de créateur. Plutôt, rappelez-vous bien que ces choses, ces voitures autonomes produisent tout seuls, pour ainsi dire. Ou bien que ces poissons qui nagent tout seuls, eh bien, ils sont juste arrivés là comme ça. Avant Darwin, la perspective était internaliste, et c'est la chose radicale que nous avons lue quand Gould la mentionne. Cela était dans un fort contraste et c'était un changement révolutionnaire. Et c'est cela que Darwin a changé. Ce n'est qu'un cadre de travail, ce n'est que la façon dont nous regardons les choses.
Avant Darwin, les scientifiques regardaient ce que les créatures pouvaient faire et leurs capacités, et après Darwin, il a été perçu que c'est l'environnement qui forme les créatures, comme si la nature était le potier et l'organisme l'argile. J'allais dire que cela semble presque logiquement pervers d'une certaine manière, parce que si l'apparence du design n'est pas une preuve du design, alors qu'est-ce qui peut l'être? C'est comme si on excluait cette possibilité par définition. Et c'est comme Gould l'a mentionné à propos de Darwin qui inversait l'argument. Peut-être que je vais trop loin, mais il semblerait que cela ressemble à quelque chose de pervers en ce qui me concerne. C'est en effet le cas, parce que dans le monde de Darwin, vous avez la possibilité de sélectionner sans intention. C'est une contradiction logique. Et ensuite, on a une force créative inconsciente. Et ce sont là des contradictions. Et il fait ces inversions un peu partout. Alors que nous et ICR, c'est la direction dans laquelle nous allons, comme avant Darwin, nous commençons à regarder les organismes et nous observons ce qu'ils peuvent faire et nous voyons les capteurs, nous voyons la programmation interne. Et vous avez fait valoir un très bon point en pointant vers le créateur. Si on dit que par définition le design ne peut pas indiquer un créateur, alors nous n'aurons jamais de créateur. Mais lorsque nous nous concentrons sur les créatures, nous voyons ce qu'ils sont capables de faire et ce que le créateur a construit à l'intérieur d'eux. Passons maintenant à la prochaine série de citations. Et nous sommes toujours au cœur de ce que Darwin a fait. Et voici ce que ces scientifiques en disent à propos du duel en internaliste contre externaliste. Cette grande bascule dans la façon de penser que Darwin a amenée. Le terme internaliste fait référence à la nature du principe d'origine qui organise les formes biologiques. Dans un vrai externalisme, le principe d'origine qui organise est imposé depuis l'extérieur, peu importe de la manière dont il peut être inscrit dans l'organisme. Particulièrement quand il est affirmé que la forme peut être expliquée en termes fonctionnels, le principe d'organisation est externe. Voici une autre citation de Mark Kirchner et de John Gerhardt. Il, c'est-à-dire Darwin, a accepté la vue que l'environnement instruit directement à l'organisme comment varier, et il a proposé un mécanisme pour hériter de ces changements. L'organisme était comme de la pâte à modeler, et le remodelage de cette pâte signifiait que chacun des milliards de petits grains était libre de se déplacer un petit peu dans n'importe quelle direction pour générer une nouvelle forme. Si un organisme avait besoin d'une aile, un pouce à l'opposé, des jambes plus longues, des pieds palmés ou un développement de placenta, chacun de ces choses pouvait émerger dans les conditions sélectives correctes et avec du temps. Et Stephen Jay Gould, même longtemps avant qu'il ait assemblé sa structure de la théorie évolutionnaire, avait réfléchi profondément à propos de ce que Darwin avait changé. Et en 1977, l'année où je suis devenu créationniste, il a mentionné que les externalistes identifiaient l'agent du changement non à l'intérieur de l'organisme lui-même, mais dans l'environnement externe fluctuant, et que l'évolution procédait lorsque des changements dans l'environnement physique établissaient des pressions sélectives pour une nouvelle adaptation.
Je me référerai à la croyance en un contrôle externe comme environnementaliste et aux revendications pour une cause intérieure de changement comme internaliste. Et pour poursuivre, j'ai de mon côté une citation d'un défenseur du dessin intelligent, William Dembski, qui est assez connu. Il a écrit plusieurs livres et celui-là, la révolution du design, il dit que selon Darwin, la nature elle-même constitue l'éleveur animal suprême qui forme le chemin de la vie dans une nécessité particulière, dans la forme de la sélection naturelle. Donc, selon Darwin, la nature elle-même constitue un éleveur suprême d'animaux qui forment le chemin de la vie. En particulier, la nécessité dans la forme de la sélection naturelle et la chance dans la forme d'une variation aléatoire sont censés expliquer toutes les complexités biologiques et la diversité. C'est donc ici l'une des zones de la pensée de Darwin avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes, parce que j'ai passé 7 ans en tant que sélectionneur de plantes dans les années 90. J'ai travaillé avec le soja, et Darwin récupère la sélection naturelle ou la nature et il la personnifie comme une sorte d'entité qui peut scruter, qui peut sélectionner, qui peut choisir et choisir ceci ou cela et faire des choses merveilleusement efficaces pour créer des nouvelles formes de vie. Il personnifie un process que je pense n'est pas un vrai process. C'est une construction mystique. Exactement, et comme cela est mentionné avec ce qu'a dit Dembski, donc selon Darwin, la nature elle-même constitue l'éleveur suprême d'animaux. Et le lien, je suis sûr que nous en reparlerons dans un instant, et cela va revenir et revenir, le lien pour faire en sorte que la nature agit comme un agent et de projeter sur la nature les activités d'un véritable agent. Et cela est de projeter sur la nature une habileté sélective. Et le moment où vous avez projeté sur la nature une capacité sélective, vous avez projeté sur la nature une intelligence. Vous avez donné à la nature une volonté. Vous avez projeté sur la nature tout ce que j'avais l'habitude de faire en tant qu'ingénieur quand je concevais des choses moi-même. Et donc toutes ces citations, lorsque nous les mettons bout à bout, si nous réfléchissons bien ce que ces gentlemen disent, et Martha Medina aussi a ajouté qu'ils disent que les organismes sont vus par les biologistes aujourd'hui comme une pâte à modeler passive et la nature comme un sculpteur suprême de ces créatures. Et le lien pour en arriver à là est cette projection d'une capacité sélective à la nature. Et c'est ce que Darwin a fait. Donc si Dieu ne l'a pas fait, quelque chose d'autre l'a fait. Si nous ne voulons pas que ce soit Dieu, nous devons trouver quelque chose d'autre pour le faire. Et Darwin a dit que la sélection naturelle le faisait, parce qu'elle agit sur ces créatures passives, alors qu'elles voyagent à travers le temps et qu'elles se reproduisent. Et la nature fait cette sélection. Et basiquement, la vue externaliste est devenue la façon dont nous observons les choses. Exactement, et c'est ce qu'on m'a enseigné à l'école. Je suis sûr, ce que Dr. Tompkins a également reçu comme enseignement. On m'a enseigné que la pression sélective, une pression sélective avec une force de modelage qui forme les organismes. Je ne voyais pas vraiment les organismes comme des entités qui cherchent à résoudre des problèmes. Je les voyais plus comme une pâte à modeler passive parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Et bien sûr,
J'ajoutais une mise en garde. La sélection naturelle peut faire ça, mais elle ne peut pas tout faire, comme Darwin l'indique. Mais je ne réalisais pas que accepter cette vue externaliste m'a mis sur la mauvaise trajectoire dès le départ. Cela m'a mis sur le mauvais terrain de jeu dès le début. Ces chercheurs, Dr. Jeff, dont vous parliez, concernant les expériences sur les poissons et ces poissons aveugles des grottes, réfléchissant sur les poissons en termes de grottes, c'est la grotte qui est en train de les modeler, c'est la grotte qui fait cette sélection. Mais ensuite, en voyant que le poisson fait ses propres changements, comment la phrase pression sélective, si nous pouvons commencer à parler de cela, est-ce que vous voyez cette phrase dans la littérature? En d'autres mots, ils perçoivent la vue interne, mais ils continuent de prétendre à la vue externe. Indiquent-ils les deux, la vue interne et la vue externe? Que disent-ils dans la littérature? Tout d'abord, ce domaine entier de la recherche avec ces poissons aveugles de grotte s'est beaucoup développé en raison de ces systèmes internes, parce qu'ils sont si complexes, il y a tant d'aspects à étudier à propos de leur physiologie, leur biochimie, le comportement des poissons change et tous ces systèmes sensoriels qui sont déployés et renforcés, les parties du corps qui sont complètement retravaillées et reformées, il y a beaucoup d'avenues dans cette recherche et c'est pourquoi ce domaine a fleuri et que ces personnes reçoivent des propositions énormes de subventions pour étudier ces choses. Non parce que il y a une pression sélective qu'ils auraient identifiée ou une sélection naturelle, mais parce que ces changements impressionnants qu'ils observent à l'intérieur du poisson et qu'ils documentent, on dirait qu'ils voient ces structures internes qui sont efficaces. Si c'est ce qu'ils observent, alors dans leurs publications, est-ce qu'ils disent qu'ils avaient tort à propos des grottes faisant la sélection? Nous avions tort à propos de la sélection. La sélection en fait se produit à l'intérieur des créatures. Est-ce qu'ils l'admettent? Non, ils n'admettent pas que la sélection naturelle soit erronée. En fait, ils vont souvent placer des termes ici et là pour maintenir une respectabilité assez forte au sein de la communauté évolutionnaire. Mais le domaine entier et ce segment entier de la recherche en biologie s'est beaucoup développé parce que cette programmation interne et tous ces systèmes, c'est comme si vous avez passé les barrières et les barricades du sélectionnisme et de l'externalisme. Ils doivent réussir à se frayer un chemin à travers toutes ces barrières darwiniennes afin de faire leurs recherches, parce qu'ils ne trouvent pas que les conditions de la grotte ont généré les caractéristiques de ces poissons. Ils découvrent que ces poissons génèrent leurs propres variations et ils essaient de comprendre comment ils font ça. Comment le poisson, en détectant ces conditions, car si nous nous rappelons des premières citations que nous avons lues avec les camps définis, un camp ou l'autre, la vue externe ou interne, et nous savons qu'avant Darwin, la vue prédominante était le camp internaliste, et non pas immédiatement, mais à travers le temps, Darwin a inversé cela pour la vue externaliste. Et ce dont parle le docteur Tompkins, ce que nous voyons se produire à l'intérieur de ces organismes ne correspond pas. C'est un peu comme une cheville carrée que l'on essaie de faire entrer dans un trou rond, et ça ne marche pas. Mais ils ne parviennent toujours pas à se débarrasser de ce trou rond. Alors ils déforment leur explication et leur publication pour qu'elle s'adapte à ce trou qui est rond.
même si ce qu'ils observent est vraiment en train de renvoyer à la vue internaliste. C'est pourquoi il n'y a pas ici une fausse dichotomie. En tant que physicien, vous savez que la Terre est baignée des rayons du Soleil et que le rayonnement solaire est un stimulus pour des milliards de réactions sur cette planète. Il y a toutes sortes de réactions et les organismes les détectent et ils y répondent. Et c'est ce qu'il y a à l'intérieur des organismes qui est programmé pour que le rayonnement solaire soit un stimulus. Mais ce même rayonnement solaire rayonne sur Mars, qui est exposé à la même quantité de soleil, pas aussi intense que sur Terre. Je savais qu'un physicien trouverait quelque chose un petit peu différent. Mais lorsque je regarde ces images qui viennent de Mars, je vois les rayons du soleil. Et ce que je veux défendre est que, autant que nous sachions, le rayonnement solaire n'est pas un stimulus à quoi que ce soit sur Mars. Ce n'est pas le rayonnement solaire lui-même qui provoque des changements, c'est l'organisme sur Terre, car les deux sont des stimulus, car le Soleil est un stimulus pour les deux planètes, la même exposition. Et l'une répond en montrant que c'est ce qu'il y a à l'intérieur des créatures qui fait la différence entre Mars et la Terre. Darwin dirait que c'est le Soleil qui est responsable. Vous lui donnez suffisamment de temps et il y aura des variations. Et cela finira par créer aléatoirement des variations. Et à la fin, le Soleil va générer ces créatures qui auront une fonction. Et c'est pourquoi on les appelle les fonctionnalistes. Ces créatures qui ne font rien à dessein, mais ils ont une fonction. Et je suppose que Gould les appelle les environnementalistes. C'est ainsi qu'ils voient tous les processus opérationnels. Au final, l'externalisme, je pense qu'après avoir lu ces citations qui parlent de la sélection naturelle, signifie que l'environnement prend la place du créateur. Et cela nous amène à la question suivante. Et cela nous amène à entrer dans l'esprit de Charles Darwin quand il a écrit L'origine des espèces. Qu'avait-il à l'esprit quand il a conçu la sélection naturelle ? Regardons ce qu'il a dit à propos de sa propre théorie et pourquoi il l'a appelée ainsi. J'ai appelé ce principe par lequel des légères variations, si elles sont utiles, sont préservées par le terme de sélection naturelle afin de marquer sa relation au pouvoir sélectif de l'homme. Nous avons vu que l'homme, en sélectionnant, peut certainement produire de grands résultats. Mais la sélection naturelle, et comme nous le verrons, est une force incessamment prête pour l'action et qui est incommensurablement supérieure aux efforts faibles de l'homme. Qu'est-ce que Darwin a dit par ailleurs ? Il continue plus tard et il va parler de Malthus. À propos, vous savez, de la rareté des ressources, c'est la doctrine de Malthus, appliquée au royaume végétal et animal, alors que plus d'individus de chaque espèce naissent, et qu'il y en a plus que nécessaire, et en conséquence, il y a une lutte récurrente pour l'existence. Et nous allons voir comment la sélection naturelle cause inévitablement beaucoup d'extinctions, des formes moins améliorées. Ces choses sont très importantes car nous les prenons directement de la première édition de Darwin. Il compare la nature à un éleveur humain. Il introduit Malthus pour amener le royaume animal. Et ce que je vais maintenant lire vient de la dernière page du livre de Darwin. Il fait une synthèse de toutes les choses. Pour refléter que ces formes construites élaborées ont toutes été produites par des lois agissant autour de nous, comme la croissance, la reproduction, l'héritage, depuis l'action directe et indirecte des conditions de vie externes, et comme conséquence la sélection naturelle, impliquant l'extinction des formes moins améliorées, donc de la guerre de la nature, de la famine et de la mort, la production des animaux supérieurs a directement suivi,
Il y a de la grandeur dans cette vue de la vie. D'une certaine manière, il définit son concept entier, avec certains points pour lesquels nous sommes familiers, mais aussi certains points qui apparaissent en quelque sorte nouveaux, parce que nous n'entendons pas beaucoup de gens parler de Malthus, et nous n'entendons pas beaucoup les gens parler d'extinction quand ils parlent de Darwin. Nous n'entendons pas qu'ils se réfèrent à une comparaison de la nature à un éleveur humain. Ces choses-là sont assez uniques, et il utilise même le mot externe. Il indique que des actions directes et indirectes de l'environnement, ce sont des éléments externes qui réalisent une action, et elle sélectionne pour refléter que ces formes construites et élaborées ont été produites par des lois, et ensuite elle liste ces acteurs, la croissance, la reproduction, l'héritage. Et je veux réfléchir sur ces trois choses. Quand un animal grandit, qu'est-ce qu'il se produit? L'environnement force l'animal à grandir? Non, c'est la programmation interne qui lui permet de grandir. Et c'est la même chose pour l'héritage. Est-ce que vous avez obtenu vos traits de l'univers? Il est un physicien, donc il aurait aimé. Vous avez obtenu vos traits de vos parents, selon une logique interne. Cela vient de l'intérieur. Je pense que vous avez abordé un sujet très profond. Peut-être que c'est ce que vous avez enseigné, que ces choses sont internes. Il semble presque que vous allez souligner une contradiction. J'essaye de réfléchir à ce que vous pensez quand vous dites que ces choses sont internes. Ces choses sont internes, nous reconnaissons qu'elles le sont, et je suppose que lorsque vous lisez Darwin, vous devez être sur vos gardes, vous devez réfléchir à ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit d'un côté correspond à ce qu'il dit d'un autre? Parce que d'un côté, il dit que réfléchir à toutes ces formes extraordinaires qui ont été sculptées de l'extérieur. Par exemple, il donne trois exemples d'événements internes, et tout en argumentant une vue externe, il donne trois exemples de mécanismes internes. Il faut être très prudent. C'est presque un tour de passe-passe. J'ai déjà vu cela. J'ai vu un petit syllogisme pour définir la sélection naturelle. Si un organisme peut produire des caractéristiques internes, si ces caractéristiques résolvent un problème, c'est la capacité de la caractéristique. S'ils peuvent se reproduire et que cela se transmet, leurs caractéristiques, alors la nature va les sélectionner. Et tout ce qu'il a décrit jusqu'à ce point dans le syllogisme est interne. Et alors, soudainement, comme vous le dites, c'est la nature qui a magiquement sélectionné ces caractéristiques. À moins que vous lisiez très prudemment, vous n'allez probablement pas remarquer ce tour de passe-passe. Nous devons dire quelque chose à propos de Thomas Malthus. Darwin l'a mentionné, et j'ai lu Malthus et j'ai apprécié son travail. Alors, quelle a été l'idée de Thomas Malthus que Darwin a récupéré dans Grand modèle de remplacement du créateur? Malthus indiquait basiquement que les populations deviennent de plus en plus grandes et qu'au final, il n'y a plus assez de ressources pour nourrir tout le monde et que certains d'entre eux vont mourir. C'est cette idée d'une catastrophe malthusienne lorsque vous venez à manquer de ressources parce que la population devient trop grande. Et nous parlons de Malthus, de cette philosophie de Malthus, de la lutte pour la survie, et les faibles meurent, et seulement les plus forts survivent. Est-ce que nous observons cela? Est-ce que ça caractérise les ajustements de population que nous voyons dans des populations réelles dans la nature aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que les biologistes découvrent dans la nature? Est-ce que vous avez déjà lu des études sur ça? En fait, j'ai lu une publication de revue sur ce sujet où les auteurs montraient que des études variées
qui ont été faites sur différents types d'organismes et de populations, que ces créatures vont littéralement sentir en interne, avec leur programmation, la quantité de ressources, les contraintes de l'environnement, et ils vont ajuster leur taux de reproduction et leur population en conséquence. Et ce système est construit à l'intérieur des créatures. Et oui, il agit à l'échelle de la population, mais c'est quelque chose que le créateur a mis à l'intérieur des créatures pour qu'ils ne soient pas en surpopulation. Et j'ai vu la même chose avec plusieurs publications. Il y a des discussions sur des systèmes anticipatoires dans les créatures et de multiples études que je cite dans ce programme que le taux de fertilité s'ajuste. Quand la nourriture devient rare, les parents peuvent le détecter et leur taux de fertilité change. Et même le taux de fertilité de leur progéniture change. En fait, une publication a même documenté dans plusieurs types d'oiseaux, leur ratio de sexe s'ajustait, ce que nous pensions habituellement être un ratio 50-50, mâle-femelle. Mais dans ce cas particulier, il y avait, et personne n'a identifié le mécanisme pour savoir comment cela se produit, mais cela se produit. Et même les reptiles comme les alligators, les œufs ont des capteurs sur eux qui vont sonder l'environnement et basiquement ils vont déterminer en fonction de leur programmation s'il faut produire plus de femelles ou plus de mâles. C'est un thermomètre basiquement, un capteur de température. Mais qu'est-ce qu'a fait la philosophie malthusienne pour la sélection darwinienne? Darwin l'a utilisé pour une raison précise. Et je pense que c'est parce qu'il savait que l'analogie qui compare la nature à un éleveur humain, qui, je le rappelle, est une analogie fondamentalement erronée, mais en soi, l'habilité à la nature de sélectionner quelque chose ne mène pas à l'idée d'aller du simple vers le complexe. Donc Darwin a dû introduire cela dans sa théorie, et c'est pourquoi c'était un homme réfléchi. Il a construit une théorie entière pour expliquer les choses. Ce n'est pas juste la survie des plus adaptés. Il a mis dans sa théorie une trajectoire. Il a construit une théorie entière et il avait besoin d'une trajectoire pour aller du simple au complexe. Et c'est ce que Malthus a fait pour lui, parce que Malthus dit que à chaque génération, il y a plus de progéniture qui naissent que de ressources disponibles pour eux, ce qui n'est pas biologiquement vrai, mais de toute façon, c'est exactement... mais les progénitures sont en compétition les uns envers les autres, ce qui clarifie quelque chose que vous avez dit plus tôt, c'est ce que les gens interprètent comme une sélection naturelle, mais qui ne l'est pas. Quand vous voyez un guépard courir vers une gazelle et qu'il arrive à l'attraper et à la manger, nous pourrions dire c'est de la sélection naturelle qui vient de se produire sous nos yeux. C'est faux. Ce n'est pas ce que Darwin considérait. Il ne considérait pas un guépard contre une gazelle. Il considérait guépard contre guépard et gazelle contre gazelle. Et donc les progénitures se battent entre elles pour ces ressources. Et dans ce cas, il peut s'agir des guépards ou de quelque chose d'autre. Alors, seulement les meilleurs des meilleurs des meilleurs vont obtenir les ressources et parmi leur progéniture, seulement les meilleurs des meilleurs vont obtenir les ressources. Et ainsi de suite. Et cela nous permet d'obtenir une trajectoire vers le haut. Malthus a permis d'ajouter une direction à la théorie de Darwin pour que l'on puisse passer du poisson au philosophe. Une direction qui pouvait être considérée comme un processus aléatoire qui pourrait fluctuer d'avant en arrière
et d'arrière en avant. Il a voulu introduire une trajectoire et Malthus correspondait aux besoins. Nous venons juste de lire une analogie à un éleveur et Darwin disait que les éleveurs peuvent prendre et peuvent faire toutes ces formes, mais les sélecteurs humains peuvent faire X, mais la nature, en tant que sélecteur, pourrait faire X à la puissance 10, faire quelque chose de bien mieux. Nous pouvons relire cette citation de Darwin. C'est très parlant. Cela nous permet de voir à quel point Darwin a poussé la chose et a permis à la sélection naturelle d'avoir une force divine. Mais la sélection naturelle, comme nous allons le voir, est une force incessamment prête à l'action et incommensurablement supérieure aux efforts faibles de l'humain. Il parlait des éleveurs d'animaux ou des sélectionneurs de plantes. Cela semble être une affirmation audacieuse. Quand? Où? Montrez-nous des exemples. Mais la chose que je veux regarder maintenant est l'analogie à l'éleveur. Est-ce qu'il s'agit d'une analogie valide? Pouvons-nous dire qu'un éleveur sélectionne des individus qui ont telles caractéristiques qu'elle veut conserver? C'est ce que font les éleveurs. Peut-on dire alors que le rayonnement solaire sélectionne parmi une population ou désélectionne parmi la population? Est-ce que les conditions d'une grotte sélectionnent tel ou tel poisson? Ces conditions font-elles vraiment la sélection qui correspond à l'analogie de Darwin? La réponse est non, pour une raison fondamentale, et comme vous le savez, je suis sûr que nous parlerons de ces autres personnes qui ont critiqué Darwin plus tard, à propos du fait que les éleveurs humains ont un cerveau réel, ils sont conscients, ils peuvent faire des sélections réelles, ils ont une volonté, ils peuvent faire des choix, mais la nature n'a pas tout cela. Et en fait, je sais que nous allons en discuter parce que c'est une critique majeure de Darwin et son analogie erronée et cette projection d'une capacité sélective sur la nature et de la comparer à un cerveau humain qui a un vrai intellect, une réelle volonté. Nous sommes d'accord qu'il ne s'agit pas d'une analogie valide. Est-ce qu'il y a des analogies valides qui peuvent être faites en général dans le monde? Que c'est des analogies que même les scientifiques peuvent faire. C'est une métaphore vide tout du long, peu importe la manière dont vous la regardez. Celle-ci est vide, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont de la substance? Il y en a qui ont de la substance. Et c'est là que nous devons regarder. Alors que vous parlez du tour de passe-passe, et nous devons analyser les choses avec vigilance. Et c'est le genre de valeur que nous regardons, que ces académiciens ont dit, parce qu'ils ont réfléchi sur ce sujet plus longtemps que la plupart des gens, et ils ont considéré ces choses. Et afin d'avoir une discussion réfléchie sur la sélection, vous devez réfléchir à propos de ce que les gens qui ont réfléchi à ce sujet pendant un moment ont dit. Et beaucoup ont souligné que cette analogie, on peut faire des bonnes analogies, on peut utiliser des bonnes métaphores, mais dans ce cas particulier, cette analogie est fondamentalement fausse. Darwin a amené l'externalisme, cette bascule. Il a ajouté à ça la mort malthusienne pour conduire la direction de ces changements, parce que vous avez besoin d'une force de substitution et une sorte de sélecteur de substitution afin de remplacer Dieu par un système naturel. Il a donc rassemblé tout cela, mais il s'avère que tout est basé sur une analogie, et que cette analogie n'est pas vraie. Nous allons terminer cette discussion. Quels sont les éléments clés de cette théorie qui l'ont mis à part? Regardons certaines citations qui comparent cette analogie de l'éleveur. Car c'est cette analogie qui a mis Darwin à part par rapport aux autres, qui remarquait également des changements de créatures, des ajustements de créatures. Mais il ne disait pas que cela était conduit par des conditions externes. Il ne disait pas que c'était par l'entremise de la mort
des moins adaptés. Il ne disait pas que c'était la mort des moins adaptés qui conduisait cette direction particulière, et ne me croyez pas sur parole, voici ce que disait Edward Stuart Russell. Il est malheureux que Darwin n'ait jamais introduit le terme sélection naturelle, car il a donné lieu à beaucoup de confusion de la pensée. Les actions de l'homme dans l'élevage sélectif n'est pas analogue à l'action de la sélection naturelle, mais est presque son opposé direct, comme Volterek en particulier l'a souligné. Voici une autre déclaration plus récente de Michael Hodge, un philosophe des sciences britannique. Il dit que personne n'oserait facilement, par inadvertance, parler de la nature comme d'un domaine où se situe quelque chose qui ressemble à la sélection. Et en effet, nous trouvons peu d'auteurs avant Darwin ayant fait cette transition. Oui, j'ai remarqué que ces deux gentlemen sont évolutionnistes, et un défenseur du dessin intelligent réfléchi, William Dembski, fait à peu près la même observation dans son livre The Design Revolution de 2004. Il observe de manière astuce qu'avant Darwin, la capacité de choisir était largement confinée à une intelligence conceptrice, c'est-à-dire à des agents conscients qui peuvent réfléchir délibérément sur les conséquences possibles de leur choix. Ce qui souligne une fois de plus que, comme votre citation de Michael Hodge l'indique, qu'avant Darwin, personne n'appliquait à la nature une force sélective, c'est-à-dire la capacité de choisir comme un éleveur, comme un sélectionneur de plantes a la possibilité de choisir. Et Darwin dit essentiellement que ces conditions externes, combinées avec la mort, donnent à la nature une capacité à choisir, et c'est cela qui expliquerait toute la vie. Je veux vraiment approfondir cela. C'est presque l'opposé direct, selon la citation que j'ai lue. L'action de l'homme dans l'élevage sélectif n'est pas analogue à la sélection naturelle, mais c'est presque l'opposé. De quelle manière pensez-vous que cela est l'opposé? Pour une chose, selon Darwin, parce que la sélection est sans intention, elle est aléatoire, c'est un processus d'essai et d'erreur, c'est comme choisir aléatoirement une boule de loterie, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme si j'utilisais une capacité sélective avec une réelle intention, qui est une idée fondamentale de sélection. Et il a cette idée étrange d'une sélection sans intention. Et toute cette idée que son processus sélectif est basé sur des essais et des erreurs et est aléatoire, c'est à l'opposé exact de ce que le Dr Tompkins aurait pu faire en tant que sélectionneur de plantes. Je ne pense pas qu'il ait utilisé les essais et les erreurs et des processus aléatoires. Il a utilisé une intention réelle. Quand je pense à propos de ce que Darwin a fait, c'était un homme réfléchi, et il veut expliquer la conception de la vie, et pour cela il établit une théorie complète et cohérente. J'ai lu plusieurs fois que des gens l'ont presque accusé d'être un plagiat, parce que d'autres personnes avaient vu des changements environnementaux et des créatures qui survivaient et d'autres créatures qui en mouraient. Darwin a vu la même chose. Mais leur concept de la sélection naturelle est très simpliste, très limité à cela. Et vous savez, parce que d'autres personnes comme Hutton et Blyth et d'autres ont vu les mêmes observations que Darwin, et de bien des façons, ils ont en quelque sorte calomnié Darwin. Et je ne suis pas là pour défendre Darwin en disant qu'il est un plagiat de ces choses. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'avant Darwin, personne n'attribuait à la nature une capacité sélective. Avant Darwin, il n'approchait pas la chose d'un point de vue strictement externaliste. Avant Darwin, il n'appliquait pas Malthus à la biologie, et il ne voyait pas cette idée globale d'un progrès qui est conduit par des extinctions, et cette sorte d'approche
mortelle, cette vision mortelle. Et donc, ces critiques de Darwin qui disent qu'il a plagié d'autres personnes n'est pas vrai parce que aucune des personnes qui ont précédé Darwin n'ont eu une théorie aussi cohérente et complète que celle de Darwin. Cela est basé sur des points importants comme le fait de mettre une capacité sélective à la nature et l'extinction malthusienne, l'externalisme, qui est un élément principal de Darwin. Et c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de Darwin et nous ne parlons pas de ces autres personnes avant lui. Si nous le faisions, nous parlerions d'une vue internaliste et des créatures qui sont en quelque sorte des voitures autonomes ou des drones. Si nous optons pour la vue internaliste, qu'est-ce que cela peut faire? Je veux dire que pourquoi ne pas simplement aller avec la sélection naturelle de Darwin et suivre la foule, comme ils disent? Parce que dans notre culture d'aujourd'hui, particulièrement la culture scientifique, si vous venez et que vous dites que la sélection naturelle ne fait rien de ce que Darwin disait qu'elle faisait, que c'est une escroquerie, vous allez être la risée de tout le monde et vous n'allez pas paraître scientifique. Est-ce que cela vaut le coup de prendre le risque, d'aller vers l'avant et de dire je vais passer d'externaliste à internaliste parce que c'est ainsi que je vois les choses. Est-ce que, selon vous, cela vaut le coup? Est-ce que c'est utile de prendre ce risque? C'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a des scientifiques célèbres et des évolutionnistes qui sont totalement laïques, comme Michael Lynch, qui est ce scientifique de la génomique. Il y a Eugene Koonan, qui est une célèbre microbiologiste dans la génomique, depuis l'angle de la microbiologie. Et ils disent basiquement que la sélection naturelle n'existe pas, que ce n'est pas une réalité, viable ou un process. Mais en même temps, ils n'ont pas basculé pour dire qu'il y a un créateur qui a conçu toutes ces choses. Ils pensent qu'avec plus de données, s'ils font plus d'études et rassemblent plus de données, ils trouveront quelconque solution à l'évolution. Mais il y a des portions significatives de la communauté évolutionniste qui rejettent la sélection naturelle, et en fait ils s'appellent eux-mêmes The Third Way, la troisième voie. Et j'ai écrit des articles à propos de ce groupe de scientifiques, et ils ont des réunions régulières et sont francs. Ils sont harcelés par leurs collègues pour leur vue, mais il y a un mouvement qui rejette ce paradigme. Et vous savez, parce qu'ils sont harcelés, ils ont des degrés variés de combien ils sont prêts à dire ou à rejeter la sélection naturelle. Et ils maintiennent leur explication, même si les recherches dirigent vers les mécanismes internes et que cela ne correspond pas aux standards de la théorie de l'évolution. Et ils doivent donc étendre la théorie de l'évolution. Mais je pense que du point de vue d'ICR, c'est important parce que quand nous approchons les choses d'un point de vue externaliste, et j'indique que ce n'est pas une fausse dichotomie, nous sommes sur la mauvaise piste pour regarder où les opérations prennent place à l'intérieur des organismes dès le départ. Nous sommes sur la mauvaise piste et quand nous retrouvons le modèle internaliste et que nous observons les organismes, nous les percevons tels qu'ils sont et tels qu'ils ont été créés par le Seigneur comme des entités qui cherchent à résoudre des problèmes, qui ont été créés non pour survivre dans un monde où la mort ne régnait pas, mais pour prospérer et être fructueux, se multiplier et remplir la terre, une terre qui était dynamique dès le commencement. Et alors que les organismes dévoilent cette grande capacité à s'adapter, et ils démontrent le génie
d'ingénierie du Seigneur Jésus qu'il a mis en eux et qui le glorifie. Et cela nous met sur la bonne voie où les opérations se produisent réellement en termes d'adaptation, que les organismes ont des capacités à contrôler leur ajustement et à contrôler leur changement à travers le temps. Et vous savez, en tant que modérateur de notre discussion, vous pourriez vous en sortir facilement en posant les questions. Mais qu'en pensez-vous vous-même? Est-ce que ça en vaut la peine? Qu'en pensez-vous? Vous êtes vous-même un chercheur? Absolument, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Mais je dirais que c'est ce que j'observe. Je n'observe pas une survie différentielle ou une reproduction différentielle. J'observe des créatures qui ont été conçues intérieurement avec des capacités et des préarrangements, des mécanismes logiques qui sont déjà en place. C'est ce que nous voyons et nous le voyons créature après créature. Et pour l'amour de la vérité, nous voulons juste dire les choses comme elles sont, comme nous les voyons. Et d'un point de vue théologique, si la nature vraiment n'est pas un bon créateur de substitution, et si elle n'est même pas un mauvais substitut, ce n'est pas du tout un substitut au créateur. Alors, je ne souhaite rien de plus que d'être capable et de dire avec une clarté absolue et que cette façon de penser paternaliste nous met directement sur la bonne piste. Et maintenant, je peux souligner avec clarté la capacité, et maintenant je peux m'exprimer avec clarté et être capable de parler de comment ces créatures sont en réalité en train de changer ou de s'adapter, d'adapter certaines caractéristiques, et de comment le Seigneur Jésus les a conçues pour faire ces choses, parce que nous voyons ces attributs de conception, tout ce que nous nous attendons à voir d'un point de vue d'un concepteur intelligent, d'un sélecteur réel, un concepteur réel, des caractéristiques avec des pièces ajustées à emboîtement serré, par exemple, des capteurs qui sont attachés au mécanisme logique, et ceux-ci sont attachés à des sorties précises. Et nous voyons tout cela dans ces créatures, et le Seigneur Jésus mérite beaucoup plus de crédit de la part de son Église pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Et certains diraient que tu souhaites nous ramener 200 ans en arrière, et tu veux nous ramener à l'âge de pierre scientifique, à une période pré-Darwin. Mais vous savez, si c'est là où les preuves nous amènent, alors qu'il en soit ainsi. Si vous avez suivi le mauvais chemin sur 1000 kilomètres, vous devez quand même faire demi-tour. Vous ne pouvez pas dire j'ai déjà voyagé 1000 kilomètres et je ne veux plus revenir. Je veux revenir pour que nous puissions ensuite aller dans la bonne direction. Cela me rappelle en quelque sorte la question de l'âge de la Terre. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent que ce n'est pas important, mais quelqu'un doit dire cela aux évolutionnistes, parce qu'ils crient très fort quand un chrétien questionne ou refuse de s'agenouiller devant l'âge supposé de 4,6 milliards d'années de la Terre. À quel point cette question est critique, nous allons le découvrir en fonction de comment les évolutionnistes crient sur le sujet. Quand nous défions le paradigme, si ce n'est pas une grande affaire, ils ne diront pas grand-chose, mais si cela est un vrai challenge, nous en entendrons parler, et il y aura des lamentations et des grincements de dents, et alors nous saurons que nous sommes sur la bonne voie.